En ce moment même, dans un laboratoire du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, une équipe de physiciens est en train de construire un appareil qui pourrait briser la physique telle que nous la connaissons. Pas métaphoriquement, pas dans le sens vague où chaque nouvelle expérience nous apprend quelque chose de nouveau sur les marges de nos théories. Dans le sens précis, technique, irréversible, ou si cet appareil détecte ce que certains physiciens pensent qu'il pourrait détecter, les deux plus grandes théories de la physique moderne, la mécanique quantique et la relativité générale, devront être réconciliées d'une façon entièrement nouvelle ou partiellement abandonnée. Et aucune des deux options n'est rassurante pour qui comprend ce qu'elles impliquent. Cet appareil va voyager à bord d'Artemis 3, la mission qui ramènera des êtres humains sur la Lune pour la première fois en plus d'un demi-siècle. Et pendant que les astronautes marcheront dans la poussière grise du pôle sud lunaire, pendant que les caméras filmeront des images spectaculaires destinées aux journaux télévisés du monde entier et aux livres d'histoire de l'exploration spatiale, cet appareil fera quelque chose de silencieux, de discret, de potentiellement révolutionnaire dans un sens que la presse grand public ne mesurera peut-être pas pendant des années. Il testera si l'intrication quantique, ce lien instantané et mystérieux entre deux particules séparées par n'importe quelle distance, survit à quelque chose que personne n'a jamais testé auparavant. Quelque chose que nos équations prédisent de deux façons différentes et contradictoires. La courbure de l'espace-temps, la gravité elle-même. Mais voici où ça devient véritablement renversant. Nous utilisons la mécanique quantique et la relativité générale ensemble depuis près d'un siècle pour construire tout ce qui fait fonctionner la civilisation technologique moderne. Les GPS, les téléphones portables, les lasers, les scanners médicaux, les réacteurs nucléaires, les semi-conducteurs, les panneaux solaires, tout repose sur l'une ou l'autre de ces deux théories, parfois les deux simultanément. Elles sont les fondements de notre époque, les piliers qui soutiennent tout le reste. Mais elles se contredisent fondamentalement, pas sur des détails, sur l'essentiel, sur la nature de l'espace, du temps, de la réalité à son niveau le plus profond. Et nous n'avons jamais eu les moyens de tester directement cette contradiction, jusqu'à maintenant, jusqu'à la Lune. D'autres physiciens appellent cette expérience prématurée, trop ambitieuse pour la technologie actuelle. Un espoir scientifique habillé en programme expérimental. Un exemple de cette tendance à confondre ce qu'on veut trouver avec ce qu'on peut raisonnablement espérer mesurer. Leurs arguments sont sérieux et méritent d'être entendus. Alors, qui a raison ? Je m'apprête à vous emmener dans un voyage au cœur de l'une des expériences les plus audacieuses jamais embarquées dans l'espace, à travers la physique qui la motive, les conflits scientifiques qui l'entourent depuis sa conception, et les implications qui pourraient redéfinir notre compréhension de la réalité à son niveau le plus fondamental. Si la physique de pointe vous fascine autant qu'elle me fascine, si vous êtes du genre à vouloir comprendre ce qui se cache vraiment derrière les annonces officielles et les conférences de presse, restez avec moi jusqu'au bout, parce que ce qui va voyager vers la Lune, et dans les prochaines années, pourrait être le début de la plus grande révolution scientifique depuis Einstein. Et vous méritez de comprendre pourquoi. Préparez-vous, on commence. L'histoire commence en 2012, dans un bureau encombré de livres et de diagrammes, au California Institute of Technology à Pasadena. Makan Mohageg, un physicien expérimental d'origine iranienne qui avait passé les 15 années précédentes à construire des horloges atomiques d'une précision vertigineuse et à concevoir des systèmes de communication optique pour des missions interplanétaires de la NASA, était en train de relire un article théorique qui allait changer la trajectoire entière de sa carrière et le pousser vers une question qu'il n'avait jamais vraiment posée auparavant. Mohageg n'était pas un théoricien, c'était un expérimentateur dans le sens le plus concret du terme. Un homme qui construisait des instruments avec ses mains, qui passait des nuits dans des laboratoires froids et mal éclairés à aligner des lasers avec une patience monacale et à calibrer des détecteurs de photons uniques dont la sensibilité approchait les limites fondamentales imposées par la mécanique quantique. Ses collègues au JPL disaient de lui qu'il comprenait la lumière d'une façon presque sensorielle. Comme un musicien comprend le son, non pas seulement avec son intellect, mais avec une sorte d'intuition physique développée au fil de milliers d'heures de travail expérimental. Mais ce qu'il lisait dans cet article théorique le forçait à penser bien au-delà de ses instruments habituels. L'article en question avait été écrit par plusieurs physiciens théoriciens qui travaillaient sur un problème que la physique moderne avait soigneusement contourné pendant des décennies entières, non pas par manque d'intérêt, mais par manque de moyens pour l'aborder expérimentalement. Le problème de la gravité quantique. L'incompatibilité fondamentale entre nos deux meilleures théories de la nature. Pour comprendre pourquoi cette incompatibilité est un problème si profond et si urgemment important à résoudre, pensez-y de cette façon. Imaginez que vous avez deux cartes routières extraordinairement précises du même territoire géographique. L'une est incroyablement détaillée et fiable pour naviguer en ville, dans les rues, les ruelles, les impasses, les sens interdits, les feux de circulation. L'autre est incroyablement précise pour naviguer entre les villes, sur les autoroutes, en termes de distance, de temps de trajet, de connexion entre régions. Les deux cartes fonctionnent parfaitement dans leurs domaines respectifs avec une précision qui ne laisse aucune place au doute. Mais quand vous essayez de les superposer, quand vous essayez de comprendre ce qui se passe à la frontière entre la ville et l'autoroute, là où les deux domaines se touchent et s'interpénètrent, les deux cartes se contredisent fondamentalement. Les rues de l'une ne correspondent pas aux routes de l'autre. Les échelles sont incompatibles.
Les conventions sont différentes, les directions ne concordent pas. Et si vous essayez de construire une carte unifiée qui réconcilierait les deux, vous obtenez soit une carte incohérente, soit une carte si complexe et si spéculative qu'aucun navigateur ne pourrait s'en servir. C'est exactement la situation de la physique depuis maintenant presque un siècle. La mécanique quantique fonctionne avec une précision de plus de 10 chiffres significatifs dans certaines de ses prédictions les plus précises pour décrire les atomes, les photons, les électrons, les quarks, toutes les particules fondamentales et leurs interactions. La relativité générale d'Einstein fonctionne avec une précision comparable, parfois supérieure, pour décrire les planètes, les étoiles, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, la structure à grande échelle de l'univers et sa dynamique temporelle. Mais quand vous essayez de les combiner mathématiquement, quand vous essayez de construire une théorie qui décrirait correctement ce qui se passe, là où la gravité et le monde quantique se rencontrent au même endroit et au même moment, les mathématiques les produisent en mode des absurdités, des infinis partout, des prédictions sans sens physique, des équations qui refusent de donner des résultats finis et interprétables. Et le problème expérimental, le problème qui paralysait la progression dans ce domaine depuis des décennies, c'est que personne n'avait trouvé de moyen de tester cette zone de conflit de façon directe et décisive. La zone où les deux théories se contredisent, l'échelle de Planck correspond à des distances de 10 puissance moins 35 mètres et à des énergies de 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Pour mettre ça en perspective, un proton mesure 10 puissance moins 15 mètres. L'échelle de Planck est encore 20 ordres de grandeur plus petite. Et pour atteindre les énergies correspondantes directement dans un accélérateur, il faudrait construire un instrument de la taille de notre galaxie, ce qui dépasse légèrement les budgets disponibles, même dans les années d'expansion économique les plus favorables. Mohageg comprit quelque chose de crucial que les théoriciens qui rédigèrent des articles sur la gravité quantique n'avaient peut-être pas suffisamment souligné dans leurs publications. Peut-être n'avait-on pas besoin d'atteindre l'échelle de Planck directement pour observer des signatures de la physique qui opèrent à cette échelle. Certains modèles théoriques prédisaient que des effets de la gravité quantique, bien qu'infiniment petits à l'échelle de Planck, pouvaient s'accumuler sur de grandes distances et de grandes différences de potentiel gravitationnel. Exactement comme une très légère inclinaison dans un rail de chemin de fer serait imperceptible sur un mètre, mais vous éloignerait de plusieurs kilomètres de votre destination après des milliers de kilomètres de voyage à grande vitesse. Et la distance Terre-Lune, 384 000 km, combinée avec la différence significative de potentiel gravitationnel entre la surface terrestre et la surface ou l'orbite lunaire, était peut-être suffisante pour que ces effets accumulés deviennent détectables avec des instruments de précision suffisamment développés. Si on savait exactement quoi chercher. Si on pouvait maintenir des corrélations quantiques sur des distances que personne n'avait jamais essayé de couvrir avec des photons intriqués. C'est à ce moment qu'un collaborateur crucial et inattendu entre dans l'histoire de façon décisive. Jason Rod, astrophysicien au Jet Propulsion Laboratory, n'était pas un spécialiste des fondements de la mécanique quantique ni de la gravité quantique. C'était un cosmologiste observationnel qui travaillait sur l'énergie noire, la matière noire et la structure à grande échelle de l'univers en utilisant des télescopes spatiaux. Mais Rhodes possédait une expertise précieuse et rare que Mohageg n'avait pas dans toute son étendue. Il connaissait intimement, de l'intérieur, l'infrastructure de communication optique entre la Terre et les sondes spatiales lointaines, développées et affinées par la NASA au fil de décennies de missions interplanétaires. Il savait comment des signaux lumineux pouvaient être transmis avec une fiabilité et une précision extraordinaires entre des stations terrestres et des sondes situées à des millions, voire des milliards de kilomètres. Il savait quelle technologie de pointage, quel système de correction atmosphérique, quel protocole de communication avait été développé et éprouvé dans des conditions réelles. Et il comprit immédiatement, avec la clarté d'un ingénieur qui voit les pièces d'un puzzle s'assembler, que la même infrastructure optique, adaptée et améliorée avec les technologies les plus récentes de génération et de détection de photons uniques, pouvait servir de canal quantique pour transmettre des photons intriqués entre la Terre et la Lune de façon fiable et reproductible. Ensemble, Mohageg et Rhodes développèrent le concept qui allait progressivement devenir le Deep Space Quantum Link. Un système de communication quantique conçu spécifiquement non pas pour la communication d'informations pratiques, mais pour tester les fondements de la mécanique quantique dans un champ gravitationnel d'une intensité et d'une variation spatiale que les laboratoires terrestres ne peuvent pas reproduire. Un système qui utiliserait la Lune non pas comme destination à atteindre, mais comme laboratoire extrême pour poser à l'univers des questions que personne n'avait encore pu poser expérimentalement. Les implications de ce qu'il proposait étaient renversantes. Si cette expérience fonctionnait comme prévu et si les instruments étaient suffisamment sensibles, elle pourrait soit confirmer que la mécanique quantique reste valide dans des conditions de courbure gravitationnelle que nous n'avons encore jamais testées directement, soit révéler la première fissure expérimentale dans les fondations de la physique moderne, la première indication directe et mesurable que nos deux meilleures théories ne couvrent pas ensemble tout ce qui existe dans la réalité. Mais au moment où le projet Deep Space Quantum Link commença à être présenté dans les cercles scientifiques restreints et dans les comités de planification scientifique de la NASA, une contre-attaque scientifique sérieuse et articulée se forma, portée par des physiciens dont la rigueur était irréprochable et dont les arguments méritaient une réponse honnête. Le premier coup vint de Renato Renner, physicien théoricien à l'ETH Zurich, en Suisse, l'un des experts mondiaux les plus respectés de la théorie de l'information quantique, des fondements de la mécanique quantique et de la cryptographie quantique.
Renner argumentait avec la précision glaciale et économique d'un théoricien qui connaît les limites exactes de chaque affirmation et qui n'est pas enclin à les adoucir par politesse que la plupart des modèles sérieux et mathématiquement développés de gravité quantique prédisaient déjà des effets si infimes sur des distances de seulement 384 000 km que la technologie actuelle ou de prochaines générations n'avait tout simplement pas, et de loin la sensibilité nécessaire pour les détecter de façon statistiquement convaincante. L'échelle de Planck est 20 ordres de grandeur plus petite que le proton. Espérer détecter des effets de cette échelle sur une distance Terre-Lune, même avec les meilleurs instruments quantiques du monde et des années de temps d'intégration, relevait selon Renner d'un optimisme que les calculs ne soutenaient pas. C'était une belle idée, une idée noble, une idée qui méritait d'être explorée théoriquement, mais pas encore une expérience qui avait un ratio signal sur bruit supérieur à ce qui était technologiquement accessible. La critique était fondamentalement légitime et devait être prise au sérieux par quiconque voulait défendre honnêtement le programme. Les calculs standards de la plupart des approches de la gravité quantique, qu'il s'agisse de la théorie des cordes, de la gravité quantique à boucle, de la gravité causale, dynamique triangulée, ou de n'importe quelle autre approche sérieuse, prédisaient effectivement des effets d'une petitesse vertigineuse à l'échelle Terre-Lune. Pour mettre ça en perspective, c'était comme essayer de peser une seule molécule d'eau sur une balance de cuisine ordinaire. La molécule d'eau existe vraiment. La balance est un instrument de mesure légitime et précis à son échelle. Mais la différence d'échelle entre l'objet à mesurer et la sensibilité de l'instrument est si dramatique que l'entreprise est vouée à l'échec. Non pas parce que la physique est mauvaise, mais parce que les outils ne sont pas adaptés à l'échelle du phénomène cherché. Sabine Hossenfelder, physicienne théoricienne au Frankfurt Institute for Advanced Studies, connue pour ses critiques incisives et parfois impitoyables de ce qu'elle considère comme des dérives spéculatives dans la physique théorique contemporaine, qu'elle a développées avec une franchise remarquable dans son blog et dans son livre Lost in Math, ajouta une critique d'une nature différente mais tout aussi tranchante dans ses conséquences. Hossenfelder soulignait ce qu'elle considérait comme le problème épistémologique fondamental de toute la recherche en gravité quantique expérimentale. Nous ne savons pas exactement quoi chercher, argumentait-elle avec la rigueur d'un philosophe des sciences autant que d'une physicienne. Nous ne disposons pas de prédictions spécifiques et quantitatives sur ce que la gravité quantique devrait produire comme signal mesurable dans une expérience Terre-Lune d'intrication. Nous savons que nos deux théories sont incompatibles dans certains régimes. Nous savons que quelque chose de nouveau doit exister pour les réconcilier. Mais nous ne savons pas ce que ce quelque chose produira comme signature expérimentale détectable à l'échelle et dans les conditions d'une expérience quantique Terre-Lune. Et une expérience sans prédiction théorique précise à tester n'est pas de la physique expérimentale rigoureuse. C'est de l'exploration à tâtons, peut-être nécessaire, mais pas de la science au sens hypothético-déductif strict. Ces critiques étaient sérieuses, fondées sur une compréhension rigoureuse des limites de la physique expérimentale et de l'état actuel de la théorie de la gravité quantique, et elles définissaient les frontières réelles de ce que l'expérience pouvait raisonnablement espérer accomplir. Mais les proponents du Deep Space Quantum Link ne reculèrent pas face à ces objections. Ils reconnurent les limites réelles des données disponibles, tout en accumulant des éléments qui commençaient à déplacer le terrain du débat dans des directions que ni les enthousiastes, ni les sceptiques les plus rigoureux n'avaient entièrement anticipées. La première percée majeure vint d'une source que personne n'aurait spontanément associée à la question de la gravité quantique. Non pas des avancées théoriques dans les approches de la gravité quantique canonique, non pas d'une analyse plus sophistiquée des limites de détection, mais de la technologie des communications quantiques elles-mêmes, qui progressa de façon spectaculaire dans la décennie suivant la conception initiale du projet. En 2017, l'équipe dirigée par Jian Weipan à l'Université de sciences et technologies de Chine à Hefei réalisa une expérience extraordinaire avec le satellite Missus, officiellement connu sous le nom de satellite MOSI, le premier satellite de communication quantique pleinement fonctionnel au monde. Pan, qui avait passé sa carrière à repousser les limites de l'intrication quantique avec une ambition et une rigueur qui lui avaient valu une réputation mondiale, et son équipe réussirent à distribuer des paires de photons intriqués entre deux stations terrestres séparées par plus de 1200 km, en utilisant le satellite comme relais intermédiaire à une altitude d'environ 500 km. Les corrélations d'intrication entre les photons reçus aux deux stations terrestres, analysées selon le protocole standard des tests des inégalités de Bell, furent maintenues avec une fidélité statistique qui violait les inégalités de Bell, avec une clarté indiscutable et avec un niveau de signification statistique qui excluait toute interprétation classique alternative. L'intrication quantique avait traversé des centaines de kilomètres de vide spatial et d'atmosphère terrestre dans les deux sens avec une fidélité suffisante pour les mesures de haute précision. Ce résultat ne testait pas directement la gravité quantique. Les différences de potentiel gravitationnel entre un satellite en orbite basse terrestre à 500 km d'altitude et la surface terrestre sont trop petites en termes de courbure de l'espace-temps pour produire des effets mesurables sur l'intrication quantique selon les modèles les plus optimistes. Mais il démontrait quelque chose de crucial pour le projet de Mohageg et Rode.
Il démontrait que l'intrication quantique pouvait être maintenue, distribuée et mesurée à travers l'espace sur des distances considérables, que des photons intriqués pouvaient traverser l'atmosphère terrestre et des centaines de kilomètres de vide spatial sans perdre leur corrélation quantique d'une façon fatale pour les mesures de précision, et que la technologie pour réaliser ce type d'expérience à grande échelle existait et fonctionnait avec une fiabilité et une robustesse suffisantes pour des programmes scientifiques ambitieux. La porte technologique était ouverte et la distance Terre-Lune, bien que 30 fois supérieure à celle testée par Micius, était maintenant dans un horizon technologique crédible plutôt que dans un avenir abstrait et lointain. La deuxième percée fut plus théorique dans sa nature, mais tout aussi significative pour le débat sur la faisabilité et la pertinence de l'expérience. En 2019, et dans les années suivantes, Flaminia Giacomini, alors à l'Université de Vienne et maintenant au Perimeter Institute for Theoretical Physics au Canada, et ses collaborateurs publièrent une série d'articles qui formalisaient pour la première fois de façon mathématiquement rigoureuse ce qu'ils appelaient les cadres de référence quantique dans l'espace-temps courbe. Une théorie décrivant comment les systèmes quantiques se comportent quand l'observateur lui-même doit être traité comme un système quantique dans un espace-temps courbe. Ces articles démontrèrent avec une rigueur mathématique impressionnante que lorsqu'on essayait de décrire correctement des systèmes quantiques intriqués dans un espace-temps courbe décrit par la relativité générale, des effets subtils, mais potentiellement détectables, apparaissaient dans les corrélations d'intrication. Ces effets n'étaient pas ceux de la gravité quantique, au sens propre du terme, ils n'impliquaient pas la quantification du champ gravitationnel lui-même, mais ils impliquaient quelque chose d'étroitement lié, qui n'avait jamais été testé expérimentalement. La façon dont la courbure classique de l'espace-temps, telle que la relativité générale l'a décrit, affecte les degrés de liberté quantiques internes de systèmes intriqués. Et ces effets, cruciale distinction par rapport aux effets de la gravité quantique pure, étaient potentiellement détectables avec la technologie actuelle ou de la prochaine génération sur des distances de l'ordre Terre-Lune. Non pas parce que la physique serait plus facile à cette distance, mais parce que les effets s'accumulaient sur la distance et la différence de potentiel de façon à atteindre un seuil de détectabilité accessible. La troisième percée donna à toute cette entreprise une urgence nouvelle et concrète qui dissipa en partie le parfum d'espoir non fondé qui entourait le projet. En 2022, une équipe menée par Albert Roura au German Aerospace Center en collaboration avec des physiciens de l'université Leibniz de Hanovre et d'autres institutions réalisa des expériences d'interférométrie atomique en chute libre dans une tour de gravimétrie de 10 mètres. Ces expériences mesuraient-on la façon dont des superpositions quantiques d'atomes se comportèrent dans le champ gravitationnel terrestre avec une précision jamais atteinte auparavant dans des conditions terrestres standards. Les résultats étaient compatibles avec les prédictions de la théorie standard comme prévu. Pas de surprise, pas de déviation spectaculaire. Mais l'analyse détaillée de la précision atteinte révéla quelque chose de fascinant et d'important pour le programme spatial. La précision instrumentale atteignait maintenant un niveau suffisamment proche de la zone où certains modèles de gravité quantique phénoménologique commençaient à prédire des déviations quantitatives mesurables que le saut vers une expérience spatiale sur une distance Terre-Lune commençait à sembler non plus ambitieux dans le mauvais sens, mais ambitieux dans le bon sens. La frontière entre ce que nous pouvions mesurer et ce que nous cherchions à détecter se rétrécissait de façon accélérée avec chaque génération d'amélioration instrumentale. L'évidence technologique et théorique continuait de converger de façon convaincante. Et Artemis 3, dans ce contexte enrichi par une décennie de progrès sur plusieurs fronts simultanés, représentait une opportunité qui ne se représenterait pas avant longtemps. Mais le débat va bien plus profond encore que la simple question technique de savoir si les instruments sont assez sensibles pour détecter ce que nous cherchons. Il touche à la nature même de la réalité et à ce que signifierait un résultat positif ou même négatif pour notre compréhension de l'univers. Commençons par ce que l'expérience va réellement faire une fois ses composants déployés entre la Terre et la Lune. Le Deep Space Quantum Link, dans sa configuration pour Artemis 3, utilisera des sources de photons intriqués dont certains composants seront sur la Lune et d'autres resteront sur Terre. Des paires de photons seront générés en exploitant un processus quantique appelé conversion paramétrique spontanée vers le bas, dans lequel un photon de haute énergie se transforme en deux photons de plus basse énergie qui partagent un état quantique intriqué. Un photon de chaque paire restera sur Terre dans des conditions terrestres, l'autre sera envoyé vers la Lune ou recevra depuis la Lune un photon généré là-bas avec lequel il sera intriqué. Les deux photons de chaque paire partageront un état quantique commun dans leur polarisation, dans leur moment angulaire ou dans d'autres degrés de liberté quantique selon la configuration précise de l'expérience. De sorte que mesurer l'état quantique de l'un révèle instantanément des informations corrélées sur l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. C'est l'essence de l'intrication quantique, ce phénomène qu'Einstein appelait avec mépris l'action fantôme à distance et qui a depuis été vérifié expérimentalement par des milliers d'expériences dont certaines ont valu le prix Nobel à leurs auteurs. Mais voici ce qui rend fondamentalement cette expérience différente de toutes les expériences d'intrication précédentes, y compris celle de Jian Weipan avec Micius. Les deux photons se trouveront à des potentiels gravitationnels radicalement différents de façon soutenue et mesurable avec une précision qui n'avait pas été disponible lors des expériences précédentes. L'un évoluera dans le champ gravitationnel de la Terre, où l'espace-temps est courbé d'une certaine façon par la masse et la densité de notre planète. L'autre
se trouvera sur la Lune ou en orbite lunaire, dans un champ gravitationnel environ 6 fois moins intense à la surface, où l'espace-temps a une courbure géométrique différente. Et entre les deux, 384 000 km de vide spatial, avec un gradient de courbure gravitationnelle continu et mesurable, avec une précision extraordinaire grâce aux données accumulées par des décennies de mesures de télémétrie laser Terre-Lune. La mécanique quantique standard, dans sa formulation habituelle, prédit que les corrélations d'intrication ne seront pas affectées par cette différence de courbure gravitationnelle. L'intrication est non locale de façon absolue. Elle ne dépend pas de la distance physique entre les particules intriquées, ni de la structure géométrique de l'espace-temps qui les sépare. C'est l'essence même de la non-localité quantique que John Bell a formalisée et qu'Alan Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger ont vérifié expérimentalement de façon décisive, travail qui leur a valu le prix Nobel de physique en 2022. Mais la relativité générale dit que l'espace-temps est dynamique et actif. Il est courbé par la matière et l'énergie présente. Cette courbure affecte tous les processus physiques qui s'y déroulent, des trajectoires des planètes aux horloges atomiques en passant par la propagation de la lumière. Si les processus quantiques sont des processus physiques réels qui se déroulent dans un espace-temps réel, et ils le sont nécessairement, alors la courbure de l'espace-temps devrait en principe les affecter d'une façon ou d'une autre. Mais comment, dans quelle mesure, sur quelle échelle spatiale et temporelle ces effets deviendraient-ils mesurables? C'est précisément là que les deux théories n'ont pas de réponse commune. Ni la mécanique quantique standard, ni la relativité générale seule ne peut prédire ce qui se passe. Ce régime intermédiaire, ce territoire entre les deux cartes incompatibles, est exactement ce que le Deep Space Quantum Link va explorer pour la première fois. Entrons maintenant dans les détails concrets de ce qui rend cette exploration expérimentalement crédible, malgré les critiques légitimes soulevées par Renner et Ossenfelder. Le travail d'Igor Pikovsky, physicien théoricien de l'Université de Stockholm, est central pour comprendre pourquoi. Pikovsky publia en 2015 dans Nature Physics un article qui provoqua une onde de choc bien documentée dans les deux communautés, celle de la physique quantique et celle de la relativité. Son modèle, construit sur des principes physiques bien établis et ne nécessitant aucune hypothèse spéculative sur la nature de la gravité quantique à l'échelle de Planck, prédisait quelque chose de remarquable. La dilatation temporelle gravitationnelle, cet effet parfaitement établi de la relativité générale par lequel le temps coule plus lentement dans un champ gravitationnel plus intense, devrait en principe provoquer une décohérence mesurable des superpositions quantiques impliquant les degrés de liberté interne des particules. Pour comprendre ce mécanisme avec toute sa subtilité, imaginez un atome en superposition quantique. Cet atome se trouve simultanément, dans le sens de la mécanique quantique, à deux positions différentes dans un champ gravitationnel, disons, à deux hauteurs différentes au-dessus de la surface terrestre. Les degrés de liberté interne de cet atome, son énergie d'excitation, les états de ses électrons, ses oscillations internes, fonctionnent comme une horloge interne qui bat à une fréquence précise. Mais à chaque hauteur, le temps coule à un rythme légèrement différent selon la relativité générale. La partie de l'atome qui se trouve à une altitude plus élevée, où la gravité est légèrement plus faible, voit son temps s'écouler légèrement plus vite. La partie qui se trouve à une altitude plus basse voit son temps s'écouler légèrement plus lentement. Avec le temps, cette différence d'écoulement du temps crée un déphasage entre les horloges internes des deux composantes de la superposition. Un déphasage qui grandit avec le temps et avec la différence d'altitude. Et quand ce déphasage devient significatif, la superposition quantique commence à perdre sa cohérence. Elle se décohère, non pas parce qu'elle interagit avec l'environnement de façon classique, mais parce que les deux branches de la superposition accumulent une histoire temporelle différente due à la relativité gravitationnelle. Ce mécanisme n'est pas de la gravité quantique au sens où il quantifierait le champ gravitationnel lui-même. C'est un effet de la relativité générale classique sur un système quantique. Mais c'est un effet qui n'a jamais été observé directement dans aucune expérience jusqu'à présent. Et les calculs de Pikovsky montraient que cet effet, bien que minuscule dans les conditions terrestres habituelles, pouvait s'accumuler sur les distances et les différences de potentiel gravitationnel de l'expérience Terre-Lune jusqu'à atteindre des valeurs potentiellement mesurables avec les instruments de la prochaine génération. La révélation la plus stupéfiante dans ce contexte ne vint pas de la physique théorique de la gravité quantique, elle vint de la métrologie du temps et de la technologie des horloges atomiques. En 2022 et 2024, les équipes de JUNYE, au JELA, le Joint Institute for Laboratory Astrophysics, de l'Université du Colorado à Boulder poussèrent les horloges atomiques optiques à des niveaux de précision proprement renversants. Ces horloges, utilisant des réseaux d'atomes de strontium refroidis au laser et piégés dans des potentiels optiques créés par l'interférence de faisceaux laser, atteignirent des précisions de mesure du temps si extraordinaires qu'il devenait possible de mesurer des différences de dilatation temporelle gravitationnelle entre deux horloges séparées par une différence d'altitude d'1 seul millimètre au-dessus de la surface terrestre. 1 millimètre. La différence d'écoulement du temps due à la gravité terrestre entre votre tête et vos pieds, quand vous êtes allongé horizontalement sur un lit, est maintenant mesurable directement. C'est un résultat qui aurait semblé absurde à des métrologies d'une génération précédente.
Et si la dilatation temporelle gravitationnelle est mesurable sur 1 millimètre avec cette nouvelle génération d'instruments, alors les effets prédits par Pikowski sur des systèmes quantiques intriqués séparés par la distance, Terre-Lune, 70 microsecondes par jour de différence d'écoulement du temps, ne sont plus dans le domaine de l'inaccessible théorique. Ils sont dans le domaine du défi expérimental extraordinairement difficile mais potentiellement surmontable avec la technologie spatiale de prochaine génération. Mais le Giro le plus inattendu et le plus philosophiquement profond de tout ce programme ne concerne pas les aspects techniques. Il concerne ce que la physique dit sur la réalité elle-même et ce que signifieraient les deux résultats possibles de cette expérience pour notre compréhension du cosmos. Si l'expérience Terre-Lune détecte une décohérence gravitationnelle, si les corrélations d'intrication montrent une dégradation mesurable et statistiquement significative attribuable à la différence de potentiel gravitationnel entre la Terre et la Lune, alors quelque chose de fondamental et d'irréversible change dans notre vision du monde. La non-localité quantique, cette connexion instantanée entre particules intriquées qui semblait ignorer superbement l'espace, le temps et la géométrie de l'espace-temps, ne serait plus absolue. Elle serait modulée, influencée, partiellement détruite par la courbure gravitationnelle. Ce qui signifierait que l'espace-temps et le monde quantique ne sont pas indépendants de la façon dont les deux théories le supposent dans leurs domaines respectifs. Qu'ils sont couplés d'une façon profonde que nous n'avons jamais observée directement. Que la structure même de la réalité à son niveau le plus fondamental est ni purement quantique ni purement géométrique, mais quelque chose de plus riche, de plus intégré, de plus intimement unifié que nos deux théories actuelles ne peuvent le capturer séparément. Et si au contraire l'expérience ne détecte aucune décohérence, si les corrélations d'intrication restent parfaitement intactes malgré la courbure gravitationnelle significative entre la Terre et la Lune, ce sera tout aussi remarquable scientifiquement et peut-être encore plus philosophiquement troublant. Ce sera la démonstration expérimentale que la non-localité quantique est fondamentalement et absolument insensible à la gravité, au moins dans les régimes testés. Que l'intrication transcende la structure géométrique de l'espace-temps d'une façon plus profonde et plus absolue que ce que même la mécanique quantique standard dans ses formulations habituelles nous préparait à imaginer. Que la connexion entre des particules intriquées n'est pas dans l'espace-temps, qu'elle n'est pas une relation qui se déploie dans l'espace et dans le temps, mais quelque chose qui est fondamentalement antérieur à l'espace et au temps. Plus primitif, plus fondamental, peut-être comme Mark van Ramsdonck l'a suggéré dans ses travaux sur la correspondance holographique entre des théories gravitationnelles et des théories quantiques de frontières, ce serait la démonstration que l'intrication est le substrat primordial dont l'espace-temps lui-même émerge, que l'espace-temps n'est pas le contenant de l'intrication, il est le produit de l'intrication. Deux résultats possibles, deux révolutions différentes. Les deux extraordinaires dans leurs implications pour la physique fondamentale et pour notre compréhension de ce qu'est la réalité. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous ? Pour vous, là, maintenant, assis à des milliers de kilomètres de la Lune et à des ordres de grandeur des échelles où la gravité quantique opère. Si la non-localité quantique est affectée par la gravité, si les connexions quantiques entre les parties de l'univers sont modulées par la courbure de l'espace-temps, alors la réalité a une texture que nous n'avons pas encore entièrement cartographiée. Les connexions entre les choses ne sont pas invariables et absolues. Elles dépendent de la géométrie du contexte dans lequel elles existent. La gravité n'est pas simplement une force qui attire les masses les unes vers les autres et courbe la trajectoire des planètes. Elle participe activement à la structure des connexions quantiques qui tissent ensemble les parties de l'univers. La géométrie de l'espace-temps n'est pas simplement le décor dans lequel la physique quantique se déroule. Elle participe à la façon dont le monde quantique fonctionne à ses niveaux les plus fondamentaux. Si au contraire, la non-localité quantique est absolue et insensible à la gravité, alors quelque chose d'encore plus profond est vrai. Les connexions quantiques entre les parties de l'univers sont plus fondamentales que l'espace-temps lui-même. L'intrication est là, intacte, indifférente à la courbure, indifférente à la distance, indifférente à la géométrie, comme si elle existait dans un registre de réalité qui transcende l'espace-temps plutôt que de se déployer en lui. Ce qui suggère que l'espace-temps est une propriété émergente du réseau d'intrication qui constitue le monde quantique à son niveau le plus fondamental. L'espace n'est pas le contenant, il est la conséquence. Quand vous regardez la Lune ce soir, si le ciel est clair et que vous prenez un moment pour vous arrêter et la regarder vraiment, vous verrez un disque lumineux à 384 000 km. Cette distance vous semble réelle, fondamentale, irréductible, une propriété objective de l'univers que personne ne remet en question. Mais si la physique qui motive le Deep Space Quantum Link, si les idées de Van Ramsdonck sur l'espace émergent de l'intrication, si les travaux de Giacomini sur les cadres de référence quantique dans l'espace-temps courbe sont corrects dans leurs grandes lignes, alors cette distance pourrait être une propriété émergente d'un réseau d'intrication quantique sous-jacente. L'espace entre vous et la Lune ne serait pas le vide dans lequel les choses se trouvent. Il serait la manifestation géométrique de la façon dont les degrés de liberté quantique de votre coin de l'univers et ceux du sol lunaire sont corrélés et intriqués entre eux. Que dit cela sur votre expérience quotidienne de la séparation et de la connexion ? Que dit cela sur la distance que vous ressentez entre vous et les personnes qui vous importent ? Que dit cela sur la frontière que vous percevez entre votre conscience et le reste de l'univers dont elle fait partie ? Si l'intrication est plus fondamentale que l'espace, alors la séparation que vous ressentez est une propriété émergente, pas une propriété fondamentale de la réalité.
La connexion est primordiale, la distance est secondaire, le lien est premier, l'isolement est dérivé. Et cette affirmation n'est pas mystique ou métaphorique. C'est une conséquence potentielle des équations que des physiciens rigoureux écrivent, calculent et testent dans des laboratoires. Les deux visions du monde que ce débat implique sont profondément, irréductiblement différentes dans leurs conséquences pour notre compréhension de ce qu'est la réalité. Dans la première, l'univers est un espace-temps dans lequel des phénomènes quantiques se produisent et sont parfois corrélés de façon non locale par l'intrication. La gravité est l'architecte de la structure à grande échelle. La mécanique quantique est la grammaire du monde microscopique. Et les deux cohabitent en s'ignorant mutuellement dans leurs domaines respectifs, sans jamais vraiment se parler au niveau des fondements. Dans la seconde, l'univers est un réseau d'intrication quantique dont l'espace-temps est une propriété géométrique émergente. La gravité n'est pas une force fondamentale, mais une manifestation thermodynamique ou géométrique de la structure informationnelle et quantique sous-jacente. Et la mécanique quantique n'est pas limitée au monde microscopique. Elle est la description fondamentale de tout ce qui est, y compris l'espace, le temps et la courbure gravitationnelle. En ce moment même, vous êtes un observateur conscient qui essaye de comprendre la relation entre la mécanique quantique et la relativité générale depuis l'intérieur d'un univers qui est simultanément décrit de façon incomplète par les deux. Esprit quantique dans un espace-temps courbe, essayant de comprendre comment les deux aspects de la réalité dans laquelle il se déroule sont réellement liés. Observateur étudiant les conditions de possibilité de l'observation. Conscience émergente cherchant ses propres fondements physiques. L'intelligence même qui vous permet de poser la question « La gravité affecte-t-elle l'intrication quantique ?» est elle-même le produit de processus quantiques se déroulant dans un cerveau évoluant dans un champ gravitationnel. La question et celui qui la pose sont entremêlés dans la réalité que la question explore. Ce n'est pas une impasse épistémologique, c'est peut-être la description la plus honnête et la plus précise de ce que signifie être un être conscient cherchant à comprendre l'univers depuis l'intérieur de l'univers. Que le Deep Space Quantum Link détecte une décohérence gravitationnelle ou qu'il confirme l'invulnérabilité absolue de l'intrication face à la gravité à cette échelle, la recherche elle-même révèle quelque chose de profond et d'incontestable. Nous vivons dans un univers dont les règles fondamentales au niveau le plus profond sont encore en cours de découverte, non pas parce que nous manquons d'intelligence ou de rigueur, mais parce que la réalité est plus riche que nos théories les plus puissantes. Et la frontière entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas n'est plus une abstraction théorique lointaine et inaccessible. Elle est sur le point d'être touchée directement, physiquement, par des photons voyageant dans le vide entre la Terre et la Lune. Vous vous souvenez de la promesse faite au début de ce voyage ? Une expérience quantique va voyager vers la Lune avec Artemis 3. Et elle pourrait briser la physique telle que nous la connaissons. Regardez maintenant cette affirmation avec les yeux que vous avez acquis au fil de cette exploration. Elle n'est ni une exagération, ni un simple raccourci médiatique destiné à attirer l'attention. Elle est la description précise, dans un langage accessible, de ce qui est réellement en jeu quand des photons intriqués seront pour la première fois dans l'histoire séparés par 384 000 km de vide spatial et par un gradient de courbure gravitationnelle mesurable, et que nous observerons avec des instruments de haute précision ce qui arrive à leur corrélation quantique dans ces conditions inédites. La réponse honnête est que nous nous tenons encore au bord d'un vaste mystère, le plus grand mystère de la physique moderne. L'incompatibilité fondamentale entre nos deux meilleures théories de la nature, une incompatibilité qui dure depuis près d'un siècle et que nous n'avons jamais réussi à résoudre malgré les efforts de centaines de physiciens brillants. Et pour la première fois en un siècle de physique théorique, nous avons un moyen expérimental de commencer à l'explorer directement. Pas dans un tableau noir, pas dans un article théorique, dans l'espace, entre la Terre et la Lune, avec des photons intriqués qui traverseront le vide et le gradient gravitationnel emportant avec eux une question que la physique attendait peut-être depuis Einstein, que les conditions technologiques permettent enfin de poser. Nous sommes l'univers qui se teste lui-même. Des arrangements de matière quantique dans un espace-temps courbe qui envoient des messages quantiques à travers la courbure pour comprendre comment la matière quantique et l'espace-temps courbe sont réellement liés au niveau fondamental. Et la réponse, quelle qu'elle soit, transformera quelque chose de fondamental et d'irréversible dans notre compréhension de ce que nous sommes, de ce que le cosmos dont nous faisons partie est vraiment et de ce que le mot réalité signifie quand on le prend vraiment au sérieux jusqu'à ses dernières conséquences. La recherche continue. Elle continuera tant que des esprits conscients poseront des questions sur l'univers depuis l'intérieur de l'univers. Et quand les premiers photons intriqués voyageront entre la Terre et la Lune, quand les premiers résultats seront analysés par des physiciens qui savent que ce qu'ils regardent pourrait redéfinir leur discipline entière, nous saurons que l'humanité aura fait quelque chose de profondément remarquable. Non pas simplement retourner sur la Lune, mais utiliser la Lune pour poser à la réalité la question la plus profonde et la plus honnête que la physique ait jamais osé formuler expérimentalement. Et l'univers, fidèle à lui-même depuis le premier instant, répondra, dans le langage des corrélations quantiques, dans les murmures de photons intriqués traversant le vide et le gradient gravitationnel entre deux mondes, dans le silence extraordinaire de l'espace entre la Terre et la Lune. Un silence qui est peut-être, quand on sait l'écouter avec les bons instruments et les bonnes questions, la voix la plus ancienne et la plus profonde de la réalité qui attend patiemment d'être entendue.